Je vais vous raconter comment, puisque je suis ni historienne, ni universitaire, ni chercheuse, comment finalement un journaliste peut, en reportage, se cogner contre un livre, voire une œuvre, et la recevoir en boomerang et faire ça. Ça m'est arrivé il y a quelques mois, c'est cette expérience que je vais vous raconter. Au tout début de la guerre en Ukraine, j'étais fascinée, comme vous tous, par ces images qu'on voyait sur les réseaux sociaux, d'Ukrainiennes, beaucoup d'enfants qui partaient avec un petit baluchon et surtout beaucoup d'animaux. Et ça m'a beaucoup interrogée parce que je me disais, au fond, les images qu'on a de l'Exode, les films par exemple, du cinéma français, il n'y a pas d'animaux. De temps en temps, il y a une vache, c'est tout. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, est-ce que c'est notre rapport aux animaux qui a changé en plus d'un demi-siècle? Est-ce que c'est notre regard? Je ne savais pas très bien. Et j'arrive en Pologne, à la frontière entre la Pologne et l'Ukraine, et j'observe. Je vois des perroquets, des lapins, des écureuils, un poisson rouge, des chats, des chiens, des croquettes pour animaux. Et je voyais ces gens chargés avec finalement parfois uniquement le superflu dans leur sac, mais les animaux, la nourriture pour animaux, les cages prenaient toute la place. Et je trouvais ça passionnant parce que c'était une part d'humanité, mais je n'arrivais pas très bien à mettre de mots dessus. Donc j'ai d'abord été voir un cinéaste polonais à Varsovie qui m'a dit, il faut que vous compreniez, les Ukrainiens sont comme les Polonais, c'est une civilisation campagnarde, rurale, donc voilà. Et puis ça ne me satisfait pas vraiment, ça me satisfaisait pas vraiment. Et je vais voir ensuite une comédienne qui me dit, ah, écoutez, il faut absolument que vous écoutiez un podcast. Alors malheureusement c'était en polonais, donc elle me l'a traduit. Un podcast, alors là je regarde ma petite feuille de Maria Nedialewska qui disait, au fond, dans son podcast, est-ce qu'on n'est pas aujourd'hui, en 2022, en train de comprendre et de rendre hommage à un auteur et à ce livre qui avait fait scandale à l'époque, La guerre n'a pas un visage de femme, qui était l'idée de cette Biélorusse, Svetlana Alexievitch, qui entre-temps est devenue prix Nobel de littérature, c'était d'interroger uniquement des femmes sur la guerre, d'avoir des regards de femmes. Et elle livrait, ces femmes-là, un regard sur la guerre qui n'était pas vraiment celui qu'on avait l'habitude d'entendre. Je lis rapidement un extrait. Je me souviens d'un fait. On est arrivé dans un village, et là, à l'orée d'un bois, on a découvert... Ah non, pardon, je me trompe, excusez-moi. Excusez-moi, c'est parce que je suis stressée. Je me trompe. Voilà, deux convois étaient en gare. L'un transportait des blessés, l'autre des chevaux. Et voilà que survient une attaque aérienne. Nous avons ouvert aux blessés pour qu'ils puissent décamper, mais eux, au lieu de ça, ils se sont tous précipités vers les chevaux pour les tirer des flammes. Quand des blessés hurlent, c'est horrible bien sûr, mais il n'y a rien de plus horrible encore que le hennissement des chevaux martyrisés. Car n'est-ce pas, ils sont coupables de rien, ils ne sont pas responsables des problèmes des hommes, ainsi personne n'a couru se réfugier dans les bois, tout le monde s'est employé à sauver les chevaux. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Je veux dire qu'on s'est forcé de rester des êtres humains, de ne pas devenir des bêtes sauvages. Et ce livre, que je n'avais pas lu, contrairement, je suis sûre, à vous tous, m'a évidemment passionnée, j'ai adoré ce livre. Et puis, quelques mois après, je suis partie en Ukraine. Et là, je suis partie dans un petit village, à peu près à une cinquantaine de kilomètres de Kiev, qui avait été occupé pendant tout le mois de mars, de la fin du mois de février à la fin du mois de mars, par les Russes, et qui n'avait pas encore été... peu de journalistes étaient allés, et j'ai rencontré la secrétaire de mairie, charmante, une dame charmante, et à force d'insister, elle m'a montré, elle est venue, elle m'a emmenée dans sa maison, elle m'a montré le cellier où elle était restée pendant plus d'un mois, 5 semaines, seule, et dans le froid, parfois à -5, alors il y avait une chaise de bureau, un pseudo-lit, un oreiller dans une thé en plastique parce qu'il gelait, quelques bocaux de cornichons, des sardines de Riga, je me souviens, posés sur les étagères, parce que les celliers en Ukraine servent à ça. Et je lui dis, mais pourquoi vous n'êtes pas partie? Elle était divorcée, elle avait 56 ans. Elle me dit, mes deux fils m'ont dit, l'un est dans l'armée ukrainienne, l'autre est policier, m'ont dit, maman, on vient le chercher. Et je ne pouvais pas, me disait-elle, je ne pouvais pas parce qu'il y avait son chien. Et elle ne pouvait pas partir, son chien avait d'ailleurs, elle s'appelait Irina Volochina, et son chien avait d'ailleurs un prénom féminin, Elsa. Et elle m'a dit, vous savez, j'avais 19 ans, quand j'ai quitté Tchernobyl, parce que cette ville où elle habitait, Nové Zalicia, était une ville champignon, créée de toutes pièces à l'été 86, après la catastrophe de Tchernobyl, et on avait déplacé ce village de Biélorussie à ce qui est aujourd'hui l'Ukraine, mais qui était évidemment l'Union soviétique, et ce village s'appelait maintenant Nové Zalicia. Et en fait, ses habitants ont suivi une sorte de double peine, puisqu'en 86, ils avaient déjà été déplacés. Et là, quand je l'ai interrogée,
Je lui dis, mais quand même, c'était dangereux. Elle me racontait, elle pleurait encore en me racontant ce calvaire d'un mois. Elle m'a dit, vous savez, en 86, mon chien courait derrière la voiture. Et mon père, il est mort 2 ans après, a décidé de nous évacuer de Zalicia bien avant le reste du kolkhoz. Mais on n'avait pas le droit d'emmener nos animaux. À Tchernobyl, j'ai vu des vaches qui pleuraient. Même les maisons souffraient. J'ai trouvé cette phrase incroyable. Recueillir une phrase comme ça quand on est en reportage, elle me donne encore des frissons. Et je me suis précipitée cette fois dans le livre de Svetlana Alexievitch, La supplication, ce livre merveilleux sur Tchernobyl. Et là, au fond, j'ai retrouvé, c'est raconté après 86, là nous étions en 2022, mais j'ai mieux compris, je crois, le traumatisme des Ukrainiens, le traumatisme des gens de ce village, mais des Ukrainiens en général. Tout le monde a en mémoire Tchernobyl, les chiens qu'on devait laisser derrière soi, les chats que l'on devait laisser derrière soi, et plus personne ne voulait revivre la même chose. Et il a fallu 2 livres, 2 reportages qui me sont revenus l'un et l'autre en boomerang pour comprendre, enfin, pour essayer de mettre un début d'explication sur ces images que nous avons tous vues, qui sont des images des Ukrainiennes, des enfants, de leurs chiens, de leurs chats, de leurs perroquets, de leurs hamsters, de leurs poissons rouges. Voilà, donc c'est 2 livres que je recommande chaleureusement, les 2 livres d'Alexievitch, qui est à la fois écrivain, qui est aussi journaliste, et je recommande aussi, parce que c'était le seul livre que j'avais lu d'elle avant de partir, ça n'a rien à voir, le discours qu'elle a fait quand elle a reçu le prix Nobel de littérature, qui est une merveille, à la fois sur le journalisme, sur la littérature, et elle dit « Je n'aime rien tant que de tendre l'oreille, d'écouter les conversations des gens dans la rue », et pour moi c'est une belle définition du journalisme. Voilà.